Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui des prothèses unicompartimentales du genou. On verra euh, les points d'indication, ce qui est important dans les unis par rapport au PTG, les points de technique chirurgicale, les résultats et un mot des dessins prothétiques. Alors, tous les patients que nous avons à traiter pour une arthroplastie de genou n'ont pas les mêmes attentes et il est évident que ces attentes peuvent différer selon l'âge, mais aussi selon le type d'activité auquel le patient est habitué. Et donc, il faut donc faire face à ces différentes attentes avec les moyens prothétiques que nous avons à disposition. Alors, quelle est la bonne indication d'une prothèse unicompartimentale? Bien entendu, il faut examiner votre patient. La plupart du temps, il a une douleur latéralisée sur un compartiment. Je vais essentiellement vous parler des prothèses unicompartimentales médiales qui représentent 90% des indications. Il a souvent une douleur uniquement au niveau du compartiment interne, mais ce n'est pas systématique. Il faut vérifier que le genou est stable en antéro-postérieur, à savoir qu'il y a un bon croisé postérieur. Il peut y avoir, comme c'est classique, une laxité interne par usure cartilagineuse et vérifier les amplitudes articulaires, la qualité de l'appareil extenseur et bien entendu la qualité de l'état cutané. La bonne indication sur les radiographies de face en charge, c'est un pincement complet de l'interligne articulaire médiale avec sur les clichés dynamiques, comme vous voyez là, une correction de la déformation quand on passe du varus au valgus. Et en plus, quand on passe sur le cliché en valgus, vérifier que le compartiment opposé, à savoir le compartiment externe, ne pince pas. On fait la même chose sur la fémoro-patellaire pour vérifier qu'il y a de bons interlignes fémoro-patellaires. Quand on ouvre le genou, eh bien, cette indication est confirmée. Vous voyez ici une atteinte du compartiment fémorotibial médial, alors que la fémoro-patellaire et la fémorotibiale externe sont préservées, ce qui confirme la bonne indication de votre arthroplastie unicompartimentale. N'hésitez pas à passer régulièrement de l'extension à la flexion pour mieux voir certaines structures, en particulier le croisé antérieur ou bien la fémoro-patellaire. Le croisé antérieur dont je vous parlais, on peut passer une pince mousse derrière et le tester par des mouvements de tiroir antérieur en particulier. À part la gonarthrose, existe-t-il d'autres indications? Bien entendu, toutes les maladies rhumatoïdes sont des contre-indications puisque euh, il y a un risque de progression de l'atteinte dans les autres compartiments. Qu'en est-il de l'ostéonécrose? Eh bien, si c'est une ostéonécrose localisée, la plupart du temps au condyle fémoral, cela peut être une bonne indication, comme nous l'avions publié dans ce papier il y a quelques années. Un mot sur la chondrocalcinose. La chondrocalcinose, maladie avec beaucoup d'arthrose à répétition, est une contre-indication. Par contre, une chondrocalcinose radiographique avec calcification des ménisques n'en est pas une. Les indications classiques, vous voyez en 89, ce papier publié par Cosin et Scott de Boston, des indications finalement assez restrictives. 20 ans après, nous avons revu ces indications, un groupe de chirurgiens membres de la Knee Society, et où nous avons regroupé à peu près 8000 de nos cas en forme de consensus pour revoir un peu ces indications et ces éventuelles contre-indications des prothèses unicompartimentales internes du genou. Alors, qu'en est-il de l'âge? Eh bien, nous avons considéré que l'âge, que ce soit l'âge jeune ou l'âge âgé, n'était plus une contre-indication à la mise en place d'une prothèse unicompartimentale. Et plutôt que l'âge, il fallait plutôt se concentrer sur le degré d'arthrose. Néanmoins, vous voyez comme c'est écrit là, il existe un biais à réaliser des unicompartimentales chez les patients jeunes qui n'ont pas encore eu
une pathologie évoluée, à savoir qu'ils ne sont pas encore os contre os, mais qui sont très demandeurs d'une solution rapide. Donc, il faut savoir résister parce que dans ces cas-là, on s'est aperçu que les résultats n'étaient pas optimaux. Chez les patients de moins de 50 ans, nous avions montré dans ce papier que les unicompartimentales pouvaient être une solution fiable pour leur rendre une fonction et une qualité de vie tout à fait satisfaisante, qu'à cette époque, nous utilisions du polyéthylène conventionnel et que l'usure du polyéthylène chez ces patients actifs et jeunes pouvait représenter un problème à ce moment-là. Qu'en est-il des sujets plus âgés? Ce papier que nous avions publié à la suite de la thèse de Maxime Favreau-Brespi, montrant que sur une étude comparative chez les patients de 75 ans et plus, les prothèses unicompartimentales avaient la même survie que les prothèses totales, avec une qualité de vie supérieure, une morbidité inférieure. Donc, il ne fallait pas hésiter à utiliser ces prothèses unicompartimentales également chez des sujets âgés. Qu'en est-il du poids? Là aussi, nous avions considéré dans ce consensus que l'obésité n'était plus une contre-indication à utiliser des prothèses unicompartimentales, en particulier Metalback, qu'il y avait une progression importante des scores de genoux chez ces patients. Par contre, mais cela est vrai à la fois pour les unis et les totales, chez les patients de sujets masculins très actifs et en surpoids, cela pouvait représenter un souci en particulier en termes d'usure du polyéthylène. Le croisé antérieur, bien entendu, si vous commencez votre expérience avec les unicompartimentales, je ne saurais trop vous conseiller de choisir des genoux avec un ligament croisé antérieur intact et fonctionnel. Ceci étant dit, nous sommes là aussi tombés d'accord dans ce consensus pour dire que chez les patients sédentaires, sans instabilité et qui vous consultaient uniquement pour des douleurs, il pouvait y avoir également des indications de prothèse unicompartimentale, que chez des sujets jeunes, par contre, qui consultaient avec douleur et instabilité, soit ont réalisé une reconstruction dans le même temps du croisé antérieur et l'association du nunis, qui reste quand même très rare, soit il fallait passer une prothèse tricompartimentale ou attendre que le sujet ait une dégradation plus importante s'il s'agit d'un sujet très jeune. Notre expérience de l'association des unis et plasties du croisé antérieur, vous voyez, expérience relativement limitée, hein, on doit avoir, je pense, moins de 20 cas sur 20 ans, un genou stable, soulage les douleurs. Par contre, les amplitudes articulaires sont souvent plus limitées par rapport à une unie isolée. L'importance de la déformation, dans le plan frontal, eh bien, on peut corriger les déformations jusqu'à une quinzaine de degrés. Après, on se retrouve souvent dans des déformations où celles-ci ne se corrigent pas quand on passe du varus au valgus, et donc à ce moment-là, il faut faire des gestes de release qui ne sont plus des indications de prothèse totale. Nous y reviendrons. Dans le plan sagittal, on peut tolérer un léger flessum. C'est une question à discuter avec votre patient, sachant que l'uni ne va avoir que peu d'effet pour corriger ce flessum. Par contre, des pertes d'extension importantes sont des contre-indications parce que si vous avez plus de 15 degrés de flexum, il est évident que le patient va les garder en post-opératoire et que la fonction s'en ressentira. Qu'en est-il de la fémoro-patellaire? Là aussi, il y a eu un grand débat sur la fémoro-patellaire et nous sommes arrivés à la conclusion que la seule contre-indication qui restait, c'était une arthrose évoluée, c'est-à-dire os contre os, sur la partie latérale du compartiment fémoro-patellaire lorsqu'on met en place une prothèse unicompartimentale interne. C'est d'ailleurs la même chose si on met en place une unie externe. Que toutes les autres formes d'atteinte de la fémoro-patellaire n'étaient plus considérées comme des contre-indications des prothèses unicompartimentales. La technique chirurgicale, alors je vois que la vidéo ne passe pas. On va voir si la suivante marche. Voilà.
La voie d'abord, c'est une voie d'abord généralement parapatellaire interne et vous notez que c'est 2/3 au-dessus et 1/3 en dessous de l'interligne. C'est à peu près ce qu'il faut retenir. Une voie classique parapatellaire interne sans subluxer la rotule et de manière classique, on commence par la coupe tibiale. C'est ce que nous avions publié dans ce papier, avec un guide de coupe parallèle à la crête tibiale. On mesure l'épaisseur de la coupe par le stylet. Généralement, on se met à 4 millimètres, on utilise un stylet de 4 millimètres sous la partie la plus usée et on essaie surtout d'être le plus conservateur possible euh, pour réaliser sa coupe avec bien entendu une coupe horizontale première. Le, En ce qui concerne la coupe sagittale, on a l'habitude de marquer le bord le plus latéral du condyle médial sur le tibia et ensuite, une fois que cela a été réalisé, faire la coupe à main levée. Ceci étant, il y a aussi un repère dans le guide de coupe que vous avez vu préalablement pour la coupe sagittale. Et je trouve que cela ne correspond pas toujours au lieu de coupe que l'on veut réaliser, puisque les anatomies de genoux sont toutes différentes. Une fois cette coupe tibiale réalisée, on passe à la coupe fémorale distale que l'on tâche de réaliser parallèle à la coupe tibiale en utilisant ce guide de coupe qui vient s'appuyer sur la partie la plus antérieure du condyle fémoral. Et une fois que cela est réalisé, donc on a différentes épaisseurs. Généralement, on utilise celui de 9 mm, ce qui nous donne un petit jeu puisque 8 mm étant le plus fin. Et une fois que cela est bien positionné, qu'on a corrigé la déformation avec l'aide qui applique un valgus, on fixe de manière solide ce guide de coupe à la corticale antérieure du fémur, de manière à pouvoir ensuite réaliser sa coupe distale que l'on initie de manière large en extension et que l'on termine en flexion, cela pour se prémunir d'une lésion des structures nobles vasculo-nerveuses postérieures. Une fois cette coupe distale fémorale, on vérifie par la mise en place de l'espaceur que cela correspond bien à l'espace de 9 mm que l'on a souhaité créer. Le temps suivant est un temps important de positionnement du guide de coupe fémorale antéro-postérieure. Veillez à respecter ces 2 millimètres en avant d'os ménagé de manière à ne pas avoir un conflit avec votre fémoro-patellaire. Et dans le plan médiolatéral, on s'efforce d'être au milieu de la coupe distale et idéalement au milieu de la coupe tibiale. On positionne à l'aide du guide de coupe et du manche et je vous conseille d'enlever ce manche ensuite pour vérifier votre position médiolatérale. Une fois que cela est fait, on réalise les deux plots d'ancrage antérieur et plot d'ancrage postérieur du guide de coupe fémorale antéro-postérieure. Puis, il faut réaliser les deux coupes, la coupe postérieure fémorale et ensuite la coupe du chanfrein postérieur, ce qui complétera toutes vos coupes fémorales. On mesure ensuite la taille de la surface tibiale ainsi coupée. Et là aussi, c'est important d'avoir la taille qui correspond, c'est-à-dire pas trop petite car il y a un risque d'enfoncement, mais pas trop grand pour éviter le conflit avec les parties molles les plus médiales. Une fois que cette taille est choisie, eh bien, on fixe le guide de préparation finale du tibia, on l'impacte et ensuite on met un petit pins vissé en avant et une fois que celui-ci est en place, on peut réaliser les essais en vérifiant que on a une extension complète, une flexion également complète et une stabilité du genou en veillant à ce qu'en lorsqu'on est en extension, garder 1 ou 2 millimètres de laxité de protection. Pourquoi? Eh bien,
Dans l'idéal, votre axe après l'arthroplastie unicompartimentale médiale, votre axe mécanique doit passer quelque part entre le milieu des épines tibiales ici et le milieu de votre composant euh, tibial, donc c'est la safe zone de Kennedy. Il faut absolument éviter une hypercorrection de la déformation car cela retentit très vite sur la fonction du genou. Bien entendu, il ne faut pas non plus à l'opposé laisser persister une hypocorrection trop importante, car il y aurait un risque d'usure prématurée du polyéthylène. Mais vraiment, le message à retenir, c'est d'éviter l'hypercorrection. Et donc, il faut vraiment, quand vous testez votre genou en extension, ou plutôt à 20 degrés de flexion, qu'il y ait toujours cette laxité de 1 ou 2 mm de protection. Voilà ce qui arrive après une hypercorrection. Et ça, c'est 2 ans après cette prothèse unicompartimentale Oxford à plateau mobile. Une détérioration très rapide du compartiment opposé et même de la fémoro-patellaire. Voilà ce dont je vous parlais sur les clichés dynamiques. Lorsqu'il y a sur votre gauche ici une correction complète de la déformation, eh bien c'est une bonne indication du nid, alors que ici à droite, il n'y a pas de correction, ce qui veut dire qu'il va falloir pratiquer une release lors de l'intervention. Et si vous pratiquez une release lors du nid, le risque, c'est ce que vous voyez là en haut, une translation médiolatéral et donc un risque de edge loading, comme disent nos amis anglo-saxons, et d'usure prématurée. Donc, si vous en êtes à faire une release, ce n'est plus une indication du nid, il faut passer à une prothèse tricompartimentale de genou. Il faut donc ensuite tester votre genou, les amplitudes articulaires de flexion et d'extension. Vous voyez dans cet exemple que l'obésité n'est à l'évidence pas pour nous une contre-indication pour la mise en place de ces prothèses unicompartimentales. Une fois qu'on a bien choisi le polyéthylène d'essai sur l'épaisseur correspondante, eh bien, il ne reste plus qu'à réaliser l'implantation définitive du tibia et donc forer avec cette mèche les 2 trous permettant la mise en place des plots d'ancrage de l'implant tibial. Il faut ensuite mettre en place les implants définitifs en commençant par le tibia, impacter soigneusement votre composant tibial et ensuite passer un petit peu de temps à enlever le ciment en surplus. En avant, c'est relativement simple et pour aller en arrière, là aussi, n'oubliez pas de passer de la flexion à l'extension et parfois utiliser le concept de la fenêtre mobile entre le médial et le latéral. On passe ensuite à l'impaction du composant fémoral en impactant d'abord la partie postérieure du composant fémoral, puis en passant à la partie antérieure. Et là aussi, passer un petit peu de temps à enlever tout votre ciment en excès. En avant et puis en arrière de la manière identique à celle que j'ai décrite pour le tibia. La dernière phase des implants définitifs, c'est l'impaction du polyéthylène, ou impacté de cette manière-là, ou en se servant d'un préhenseur disponible selon le type d'instrumentation que vous utilisez. Pensez à obtenir une prise de ciment à 45 degrés de flexion. Ça évite un tilting de votre plateau et attendre dans cette position que le ciment est complètement pris de manière à éviter une mobilité initiale de vos implants. Qu'en est-il des nouvelles technologies en dehors des instrumentations classiques? On peut faire appel à la robotique pour les robots qui disposent de cette technologie ou également aux implants utilisant des guides de coupe personnalisés. Nous avions montré dans ce papier que nous n'avions pas trouvé de différence entre instrumentation conventionnelle et instrumentation personnalisée pour ces prothèses unicompartimentales.
Un mot sur les résultats. Vous voyez que si on compare par rapport au PTG, bien que pour nous, ce ne soient pas les mêmes indications, pour certains chirurgiens, ils pensent qu'il faut mettre des PTG dans toutes les situations. Eh bien, quand on compare à indication égale, eh bien, la DMS, durée moyenne de séjour, est plus courte avec les unis, le risque de complications est plus faible et la récupération est plus rapide. Dans ce papier du Lancet, certes, il y avait plus de reprises dans les unis, mais vous voyez qu'il y a une mortalité inférieure et un taux de réadmission nettement inférieur, ce qui peut être important en particulier chez les sujets âgés. C'est probablement la place pour l'arthroplastie du genou en ambulatoire et c'est ce que nous avions montré dans ce forum du JBJS américain pour les prothèses unicompartimentales, probablement plus que pour les prothèses totales. Les résultats des unis, vous voyez une flexion qui est souvent complète, une marche rapide plus rapide que la PTG, une cinématique plus proche et une amélioration de la proprioception. Ça, c'était un papier sur la cinématique lors de la marche et lors de la flexion. Retour au sport, 96% avec les unis, de manière plus fréquente et un délai plus rapide quand on compare au PTG. Ici, notre expérience du service, nous avions montré au meeting de la Knee Society, meeting des membres, avec, vous voyez, dans 80% la possibilité pour les patients de revenir au sport après ces prothèses unicompartimentales. Alors certes, il n'y en a que dans 25% que c'était des sports dits à impact, mais enfin, cela permet un retour aux activités tout au moins habituelles. Un mot pour terminer sur les dessins de prothèses unicompartimentales, dessins qui sont nombreux. Vous pouvez vous appuyer sur les registres en voyant ici, c'est le registre australien de 2014, montrant que certains dessins ont des survies qui sont supérieures à celles à d'autres dessins. Les grandes questions, plateau fixe ou plateau mobile, nous avions publié notre expérience en montrant qu'à 17 ans, la survie entre nos mains était identique entre plateau fixe et plateau mobile, que certaines avaient des échecs particuliers. La progression de l'arthrose était commune dans les deux, l'usure du polyéthylène plus fréquente dans les plateaux fixes et le décèlement plus fréquent dans les plateaux mobiles. Ici, une méta-analyse qui comparait 44 papiers avec fixed bearing, mobile bearing. Vous voyez la différence de taux de révision entre les plateaux fixes et les plateaux mobiles et qu'une fois que c'est stratifié pour l'âge et le recul, il y avait finalement peu de différence. Les inconvénients potentiels des mobiles d'après les données des registres, une technique un peu plus difficile à acquérir et que l'expérience était importante et que dans l'expérience d'Oxford et surtout en dehors d'Oxford, que le taux d'échec était nettement plus important avec le plateau mobile si on faisait moins de 20 unis par an. Dans les dessins modernes de plateaux fixes, eh bien, le but est d'essayer d'augmenter la surface de contact, justement pour s'approcher des avantages des prothèses à plateau mobile, en diminuant la pression et l'usure du polyéthylène et en incorporant de nouveaux types de matériaux, en particulier comme la vitamine E. Qu'en est-il de la discussion entre plateau full poly et metal back? Eh bien, nous pensons que le metal back a l'avantage d'une modularité péropératoire et surtout en cas d'usure permet un changement, une intervention de 10 minutes du plateau et qui donne de nouveau des survies rallongées chez le patient. Les résultats à long terme, quand on compare UNI et PTG, vous voyez à 10 ans, sur les séries d'UNI publiées, dont la nôtre d'ailleurs, et les séries de PTG publiées, on est à peu près équivalent dans les deux cas. Ça, c'est notre propre expérience et vous voyez que la première cause d'échec, c'est la progression de l'arthrose, puis viennent le décèlement, l'usure, l'infection, éventuellement la luxation du plateau mobile.
Les résultats à long terme, on peut avoir dans les plateaux fixes ou dans les plateaux mobiles des résultats à 20 ans. Donc l'UNI n'est pas ou n'est plus une intervention temporaire, hein. On peut, lors de la consultation, facilement dire que si on choisit bien l'indication, l'UNI sera là pour 15 ans. Donc si on a le choix, la reprise sera quand même beaucoup plus simple que si on doit reprendre une PTG. Et que les résultats se maintiennent avec le temps, vous voyez, entre 10 et 20 ans. Les résultats sont bien entendu variables et que il peut aussi avoir des sources d'échecs, des sujets très jeunes ou bien dans des patients avec des scores ASA importants et que une fois de plus, on en a parlé, l'expérience compte, c'est-à-dire que si on fait qu'une ou deux unis par an, ça sera difficile d'acquérir l'expérience. Les reprises du nid dans ce papier de Becker, vous voyez que les centres à volume important ont des résultats supérieurs. Et là, ce n'était pas 20 cas, mais c'était un minimum de 13 cas par an pour avoir des résultats comparables entre centres. Qu'en est-il des unilatérales? Ben, les résultats sont sensiblement les mêmes que pour les médiales. C'est une indication sur 10 hein, pour les unilatérales. Il y a quelques petites données, particularités techniques. Mettre son composant fémoral lorsqu'on est en flexion le plus latéral possible et lors de la coupe tibiale sagittale, tenir compte du screw-on mécanisme avec une couple est généralement orientée vers l'intérieur, mais que les analyses de survie sont tout à fait comparables à ce qu'on peut avoir avec les unis médiales. Ici, les résultats publiés dans la littérature. Vous voyez les résultats d'unilatéral tout à fait comparables à ce qu'on peut voir avec les unis médiales. Ce papier est intéressant pour le coup, à savoir que si on considère l'apport de l'uni compartimentale dans le spectre du traitement de l'arthrose, eh bien, à partir du moment où on a un taux de révision à 20 ans autour de 25%, ce qui correspondait en gros à ce que je vous ai montré, et bien que l'UNI était une intervention cost-effective, donc rentable sur le plan financier pour des groupes d'âge de 45 ans et pour des groupes d'âge de 55 ans, avec une petite différence sur le taux de révision. Donc, en conclusion, je dirais que nous connaissons les résultats à 10 et 20 ans des prothèses unicompartimentales. Vous avez vu l'importance de la sélection des patients et des indications. Les instrumentations et les dessins ont fait des progrès. On a maintenant une large adaptation de choix de taille et également d'épaisseur de polyéthylène. C'est important d'avoir une instrumentation qui soit reproductible d'un chirurgien à l'autre, mais aussi d'un patient à l'autre, et que si je reviens à ma première diapositive où je vous montrais les attentes des patients, et bien avec tous ces principes, lorsqu'ils sont respectés, principes d'indication et principes de technique, nous sommes en mesure de répondre à différents types d'attentes de nos patients. Je vous remercie pour votre attention.